Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce top 10 du rendez-vous ciné. Après une longue absence, je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ce mercredi, nous allons d'abord aborder les moments qui nous ont le plus plu cette année, avant de parler de cinéma. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué cette année? Eh bien, il n'y a pas autant eu de moments qui m'ont marqué en tant que tel. En vrai, c'est plus une année qui a offert pas mal d'expériences, en prenant le point de vue cinéma évidemment, et le point de vue de la chaîne également. Euh, le- L'année m'a permis de découvrir vraiment pas mal de films, que ce soit des films d'actualité, mais aussi beaucoup de films du passé. Pas spécialement des films non plus très cultes, mais certaines très chouettes découvertes, certaines moins drôles, mais en tout cas beaucoup de films qui m'auront marqué. Un peu plus quand même dans les films du passé que dans les films du présent, je pense, mais c'était très chouette. Il y a aussi eu plein d'autres expériences, plus par rapport à la chaîne, notamment apprendre un peu à monter des vidéos et tout, à gérer réellement les plannings d'un point de vue vidéo. Enfin, pas mal d'expériences assez chouettes, mais pas non plus de moments très marquants en tant que tel. Eh bien, je suis assez d'accord avec toi, il y a eu plein de bons moments, difficile d'en sortir un du lot, et malgré tout, avec un an et quelques mois, sur YouTube, on a réussi à avoir une grosse présence, malgré deux petites absences, voilà, notables, mais c'est pas grave. Et surtout, une qualité, une presque qualité qui augmente au fur et à mesure des émissions. Bon, on est très loin d'avoir de la qualité, mais ça fait plaisir de voir qu'on progresse. La chaîne est basée sur le concept de presque qualité en même temps. Il est logique qu'on garde cette presque qualité qui fait tout le charme. Nous allons d'abord vous conseiller un film qui nous a le marqué issu de notre ciné-club. Pour ma part, ce sera La Belle Époque, racontant l'histoire de Victor, un vieil homme désabusé qui revit sa relation amoureuse avec sa femme il y a 40 ans, grâce à un ami qui le plonge dans un genre de théâtre immersif. J'ai trouvé le film super, tant au point de vue de sa narration que sa réalisation, et fait naître un torrent d'émotions conséquent. Mais je pense qu'il t'a aussi beaucoup marqué, Blue Torch. C'est effectivement le film qui m'a le plus marqué dans les films du passé et c'est le film que je peux le plus conseiller en fait. C'est vraiment un film, comme tu as dit, qui offre beaucoup d'émotions. En fait, le film est juste magnifique, il est quasiment parfait en fait, que ce soit visuellement, scénaristiquement ou dans les émotions qu'il apporte et aussi dans les thèmes qu'il offre. Voilà, si vous voulez plus de détails sur ce film, je vous renvoie au rendez-vous ciné numéro 37 où on vous en parle tout simplement plus longuement. Et n'attendons pas plus. Numéro 5, Psycho Gorman. Mimi et son frère Luke découvrent dans la périphérie d'une petite ville américaine la tombe de Psycho Gorman, un seigneur de guerre extraterrestre endormi dont le seul désir est de détruire l'univers. Heureusement, ils ont trouvé une pierre précieuse, magique, qui le permet de le contrôler. J'en ai déjà parlé, donc je vais être assez bref. Le film utilise son concept comme prétexte pour fournir une pléthore de personnages hauts en couleur tout droit sortis de l'univers Power Rangers, permettant ainsi un tas de situations très drôles, souvent absurdes et juste géniales. Donc, voyez ce film. Mon numéro 5 pour moi sera Sputnik, espèce inconnue. Un astronaute qui rentre de mission spatiale et qui est contaminé un peu par un virus alien, ou en tout cas on ne sait pas trop ce que c'est au début du film, et on va suivre une scientifique qui va essayer d'étudier son cas pour mieux comprendre ce qui se passe. Ouais, le film est assez classique et pas non plus extraordinaire dans l'idée, mais il est vraiment très bien réussi, j'ai trouvé assez simple, avec un scénario somme toute pas trop complexe, mais qui est assez réussi et avec chaque étape plutôt bien maîtrisée. Le film n'est, comme je dis, pas exceptionnel et, et si vous le regardez, vous ne verrez sans doute pas en lui un chef-d'œuvre, très certainement, mais en fait, c'est un film que je trouve vraiment très sympa et très chouette à voir et à mon avis, il ne peut pas trop vous décevoir si vous le regardez. Il reprend un thème assez similaire au film Alien dans l'idée, en perdant un peu plus le côté horreur et enfermement du film Alien pour en faire un point de vue plus scénaristique dans l'idée et adapte globalement plutôt bien le thème à notre époque. Je ne peux que vous le conseiller, clairement, le film est
est vraiment assez bien, même si c'est sûr que ce ne sera pas le film qui vous marquera certainement le plus. On vous renvoie au rendez-vous ciné 19 si vous voulez en apprendre plus. Palm Springs est un film qui m'a marqué, racontant l'histoire de Niles qui fait la connaissance lors d'un mariage à Palm Springs de Sarah, la sœur de la mariée et demoiselle d'honneur. Les choses se compliquent rapidement lorsque le duo se retrouve piégé dans une boucle temporelle. Le film est très bien construit car plus le récit avance, plus il arrive à créer un univers dont les codes se créent en avançant et se tient. Ce système décalé où toutes les activités sont possibles engendre le rire, bien aidé par les formidables acteurs principaux. Le film se permet parfois d'être touchant quand il joue avec les limites de ses protagonistes et la manière dont le no-sens les affecte. L'écriture et la mise en scène semblent tous deux très sages au début, mais dès que le concept est révélé, ils apparaissent comme malicieux et parviennent ainsi, avec plus de finesse qu'attendu, à détourner les codes du genre. Les joutes verbales fonctionnent systématiquement sur plusieurs niveaux de lecture, avec leurs articulations, un montage, le plus souvent, le montage aide aussi justement à créer des sources de rire. Le seul bémol est la dernière partie du film qui redevient une espèce de comédie romantique, cochant toutes les cases du genre d'un coup. Je vous conseille ce film que j'ai vu 4 fois l'année dernière. Je crois que j'ai été coincé dans une boucle temporelle, mais c'est un petit plaisir qui te fait sentir bien après l'avoir vu. Mon numéro 4, c'est Luca, moi. Luca qui est du coup le Pixar sorti cette année, le seul Pixar sorti cette année, je pense en tout cas, qui est plus ou moins d'ailleurs du même niveau, je trouve, en termes de bons films que Raya et le Dernier Dragon, qui est le Disney sorti cette année. Peut-être pas le seul Disney pour le Il coup. y a 2 Disney sortis cette année. Ouais, c'est ce que je me disais dans le cas des Disney, ce n'est pas le seul. Mais du coup, j'ai quand même une petite préférence pour Luca, plus que pour Raya, mais dans l'idée, les deux sont plus ou moins assez équivalents. Luca raconte donc l'histoire d'un enfant poisson qui va essayer de vivre globalement avec des humains. C'est un synopsis assez simple, hein, je ne vais pas aller dans les détails non plus du synopsis. Mais en fait, le film raconte vraiment une histoire très sympathique et agréable à regarder. Le film n'est pas non plus un chef-d'œuvre ou quoi, et loin d'être le meilleur des Pixar. Je pense notamment à Soul qui est sorti juste avant Luca, qui est d'ailleurs sorti le 25 décembre 2020. D'où le fait qu'il ne se trouve pas dans le top, malgré le fait qu'en plus qu'on l'a traité sur la chaîne cette année, Soul. Enfin, Oui. on l'a traité sur la chaîne en 2021, plus. Mais globalement, je trouve que Luca reste quand même bien dans la ligne de ce que sont les Pixar en général, avec une histoire très sympathique, des morales touchantes et globalement en fait une histoire qui arrive à transmettre quand même pas mal d'émotions et qui touchera autant un public enfant qu'un public adulte. Et globalement, vraiment, je vous conseille de voir Luca, surtout si vous aimez globalement le genre de film d'animation, un peu comme les films Disney ou Pixar. Bah, Luca est un film assez réussi dans le genre, et vous ne pourrez que l'aimer, à mon goût. Si vous voulez plus d'avis sur ma critique, je vous renvoie au Rendez-vous Ciné 32 qui en parle. D'ailleurs, tous mes films ont été traités dans les Rendez-vous Ciné, je vous passerai le numéro à chaque fois, évidemment. Je vais continuer en vous parlant de Kevin. Kevin raconte l'histoire d'un homme qui accepte de veiller sur une femme isolée et victime de sévères psychopathologies dans une maison abandonnée sur une île isolée. Oui, c'est un film d'horreur. Le film est ce que j'ai vu de mieux dans le genre de la maison hantée depuis très longtemps. Il joue avec brio avec tous les codes du genre, certaines particularités, notamment l'homme est attaché avec un harnais sur un mur, donc il peut même pas sortir de la maison s'il le souhaite. Là, il est accompagné d'une enfant assez perturbée et d'une peluche de lapin terrifiante. Le tout en proie à des forces maléfiques. Je ne vous en dévoile pas plus pour ne pas vous divulgacher la découverte, mais je vous encourage à découvrir ce qui est l'un de mes plus grands traumatismes horrifiques de cette année. Mon prochain film, moi, va être Comment je suis devenu un super-héros. Comment je suis devenu un super-héros raconte l'histoire d'un policier vivant dans un monde où la plupart des gens ont des super-pouvoirs et il se retrouve à devoir arrêter un méchant qui crée des drogues qui améliorent les super-pouvoirs. Le scénario est globalement assez classique dans l'idée, en tout cas dans les points de vue de films de super-héros ou dans globalement les histoires de super-héros, c'est
dû assez revu pour le coup. Et on pourrait dire que ça manque un peu d'originalité, mais je trouve que ce qui fait toute la force du film à mon goût, c'est que c'est un film français. Alors ça peut paraître assez bizarre d'habitude, en plus je considère plus que c'est un défaut le fait que le film soit français. Mais en gros, ici, le film dénote vachement de ce qu'on a l'habitude de voir du cinéma français habituel. On a l'habitude d'imaginer un cinéma français avec des comédies classiques, sans réelle ambition ni rien. Et là, le film est vraiment plus basé sur des super-héros, ce qui ressemble pas mal à certains blockbusters américains, dont je ne citerai pas le nom évidemment. Mais ça rend vraiment le film très intéressant, car ça ouvre un tout nouveau panel de films possibles pour le cinéma français, et là où on pourrait s'attendre à ce qu'un film du genre réalisé en France pourrait globalement être raté, eh bien, en fait, le film est plutôt réussi à côté. On sent que le film n'a pas le budget de certains gros blockbusters, et pourtant le film arrive très bien à tout mettre en œuvre, à bien visualiser les super pouvoirs et à avoir une histoire intéressante et prenante. Il signe pour moi le potentiel début d'une nouvelle ère du cinéma français qui pourrait réussir à s'ouvrir sur des œuvres bien plus ambitieuses que les comédies classiques. En fait, je vous conseille surtout de voir ce film parce que c'est un film de super-héros d'un point de vue français. C'est très rare de voir ça, et en plus, ici, il est très bien exécuté, donc je ne peux que vous le conseiller, ne serait-ce que pour découvrir un nouveau point de vue sur des films de super-héros, et il vaut clairement le détour à mon goût. Si vous voulez plus de détails sur ce film et également l'avis de Divan dessus, nous avons fait de ce film au rendez-vous ciné 35. Je vais continuer avec... Je ne vais pas vous donner de synopsis, je vais juste vous dire d'où je parle. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne d'à quel point j'ai un amour infini pour le film Grave, que je considère presque parfait, pour ne pas le dire. Lorsqu'est annoncé le second long métrage de Julia Ducournau, je l'appréciais déjà, c'est pour dire. Et elle nous a servi un film intense, beau, avec sa patte de réalisatrice. Donc, j'ai beaucoup aimé, même si je suis prêt à reconnaître ses défauts, notamment des problèmes de rythme, de confusion, sûrement parce que le film doit être le résultat d'une compression de 2 autres films, mais je suis désolé, je l'ai apprécié. Je suis très heureux qu'elle ait eu la Palme d'Or à Cannes pour ce film. Mon prochain film pour moi sera Justice League, mais la version de Zack Snyder, son réalisateur original. Cette version de Justice League, du coup, reprend globalement la même histoire que le premier Justice League, donc bon, je vais pas commencer à traiter du synopsis ou quoi, mais elle reprend quelques modifications, notamment sur les détails qu'elle apporte. Le gros bémol de ce film est clairement sa durée, car Snyder a récupéré un film qui était bien cassé de base et a voulu le rendre cohérent, et l'a rendu bien meilleur, mais a pour ça sacrifié la durée habituelle des films qui dépassent rarement 2h30 pour en faire un film quand même de 4 heures ici, ce qui est un assez gros morceau à voir. Mais il faut quand même admettre que le film a un excellent rendu final, et que par rapport au premier film qui lui était incohérent, avait tendance à tout bâcler et à juste speeder pour essayer de faire comprendre aux spectateurs ce qui se passait, là au moins le film arrive réellement à bien poser les bases, à introduire quelques nouveaux héros et à réussir à nous offrir une très bonne histoire cohérente. Le film aurait pu être un espoir pour globalement les films de l'univers d'ici, et on aurait pu se dire qu'après ça il puisse renaître, mais malheureusement il était déjà trop tard pour cette série de films qui s'est déjà permise bien trop d'erreurs. Il n'empêche que Justice League de Zack Snyder reste quand même un excellent film, et que j'ai adoré le voir et même le revoir pendant l'année. Après, c'est sûr que ce n'est pas un film non plus qu'on peut revoir 5 fois comme ça en un mois, vu sa durée qui est assez contraignante, à moins de l'avoir réellement aimé évidemment. Je vous renvoie au rendez-vous ciné numéro 21 si vous voulez avoir plus de détails sur notre avis sur le film, et également à la vidéo du 1er avril si vous voulez vraiment un détail très approfondi sur le film. Je vais terminer ma partie en vous parlant de Sainte Maud. Sainte Maud raconte le quotidien tourmenté d'une jeune infirmière spécialisée dans les soins palliatifs, convaincue d'entretenir un rapport privilégié avec Dieu. Lorsque ce dernier lui suggère de sauver l'âme d'une patiente aux mœurs assez éloignées des siennes,
son fragile équilibre mental menace de rompre. Je vais vous parler du film. D'abord, la réalisatrice choisit une direction assez inattendue, repoussant la confrontation entre ces deux personnages le plus loin possible pour traiter du fait religieux comme d'une relation amoureuse perverse. Et c'est en ce premier lieu que cet amour monstrueux naît l'effroi qui est distillé petit à petit dans le film. Une passion inégale dont on redoute chaque mouvement, chaque oscillation, risquant de malmener la psyché fragile de Maud. Avec ce script assez fort et rigoureux, la cinéaste utilise sa caméra et son bon de montage avec un mélange fascinant de style et d'ambition narrative, comme le fait Robert Eggers, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, et qu'elle cite directement dans le film. Glass ne se regarde jamais filmée. Elle pose en permanence la question du plan juste, de la durée et ce que cette séquence signifie dans le récit. Dans les scènes assez équivoques, où la ferveur spirituelle de Maud menace de se transformer en éruption érotique, c'est toujours la narration, la fluidité du récit qui ordonne chaque élément. Non pas que la réalisatrice ne soit pas sûre de ses effets, au contraire, elle trouve dès le début le point d'équilibre qui l'autorise à travailler chacun des éléments du récit de façon complète sans perdre de vue son propos et les péripéties nécessaires pour y aboutir. Le film fait aussi peur, aidé par des sons qui contraignent le spectateur, capable d'alterner entre des sons doux et des bruits oppressifs jusqu'à l'usage rare mais très violent de jumpscare. Rose Glass utilise un dispositif souvent perçu comme vulgaire par moi. Le premier d'ailleurs, je suis un connard élitiste, sachez-le, pour délivrer deux décharges d'angoisse aussi irrésistibles que contagieuses. L'autrice évite ainsi de trancher entre le fanatisme et le conte fantastique. Cette indécision provoque une tension de plus en plus étouffante au fur et à mesure que Maud agit de manière de plus en plus radicale afin de préserver l'amour qui la lie à Dieu. Je vous conseille vivement Sainte Maud car c'est une spirale d'horreur psychologique porteuse d'une divine trouille. Le film qui pour moi aura été le meilleur film de l'année, en tout cas le meilleur film de l'année que j'ai vu, je n'ai pas vu tous les films, donc pardonnez-moi si jamais votre film préféré de l'année n'est pas dans la liste, c'est sans hésiter Dune. Dune est un film qui raconte l'histoire d'une famille d'aristocrates qui s'installe sur une planète désertique afin d'exploiter les ressources de la planète. Le règne de cette famille sera grandement compliqué par des intrigues politiques et des tensions d'oppression déjà présentes sur la planète avant leur arrivée. Il s'agit pour moi vraiment d'un chef-d'œuvre et globalement même du seul chef-d'œuvre que j'ai vu cette année dans les sorties de cette année. C'est sans hésiter que j'ai placé Dune en première position de ce top en tout cas. Le film démarre une toute nouvelle série de films et le fait vraiment avec excellence, au point où certains diraient même que la saga est déjà culte, mais bon, pour ça il faudra attendre de voir les prochains opus qui pourraient très bien se planter totalement. Le film est très prenant avec un scénario complexe mais très intéressant et compréhensible, soulevant une multitude de problématiques. Il est magnifique sur le plan audio et sur le plan visuel, alors même que la plupart du film se passe dans un désert. C'est clairement pour moi le meilleur film de 2021 et j'ai très hâte de voir les prochains films qui parleront de la saga. Le film est vraiment un chef-d'œuvre et je ne peux que vous le conseiller, même s'il s'agit pour le coup d'un assez gros blockbuster américain qui aura fait beaucoup parler de lui, ce qui peut potentiellement jouer un peu dans mon avis, c'est vrai. Mais clairement le film est excellent et je trouve qu'il faut vraiment aller le voir tellement il est magnifique. Si vous voulez plus sur ce film, je vous renvoie vers le rendez-vous ciné 43. Et nous attendons tous les deux la suite de Dune, qui s'appellera Et de deux, qui devrait arriver courant 2023. Je pouvais pas m'empêcher de faire une blague nulle pour conclure cette émission un peu trop sérieuse. C'est compréhensible en effet.
C'est la fin de l'émission. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, mais aussi cette chaîne pendant toute cette année. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de précieuse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Salut! À plus.